Si on fait ce qu'on fait, c'est parce que ça nous éclate et on y trouve de l'enthousiasme. Et quand un truc t'éclate, c'est moins une charge. Tu vas être déçu, il n'y a pas de message universel. Le SEO et l'UX, c'est faire se rencontrer ce dont Google a besoin pour référencer ta page et ce que veut l'utilisateur pour acheter ton produit. Donc moi, mon job, c'est mon utilisateur, il a des freins qu'il faut que je lève, il a des motivations qu'il faut que je stimule et il a un besoin auquel il faut que je réponde. Ça, c'est la base. Et après, je vais mettre la couche, entre guillemets, SEO. L'officiel du déménagement, la boîte où j'étais avant de monter Cozy, parce qu'il y avait des commerciaux au téléphone tous les jours. Et tous les mois, j'allais passer 2 heures et je faisais de la double écoute. Et je listais toutes les questions, toutes les remarques pour ensuite aller modifier. Parce que toi, ton objectif quand tu fais de l'acquisition, c'est fournir un lead qualifié à tes commerciaux. Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt que je leur envoie plein de leads sur un truc qu'ils n'arriveront pas à faire correct. Moi, je veux que mon SAV, mon service téléphonique, soit moins emmerdé. Et il faut que le site réponde à ça. Et toute notre prestation SEO au début, c'était que ça. Et donc, je te rejoins tout à fait. Et même au sens du business pour une entreprise, quel temps gagner si la personne trouve l'information avant qu'elle ait à appeler ton SAV, quoi. En termes de logique économique, c'est ça, non. Et puis pour le SEO, c'est génial. Tu enrichis ta sémantique. En ayant cette vision-là et en ayant SEO et UX en tête, tu te dis, faut que je lève les freins. Mettons, c'est sur un site e-commerce, les frais de port, frais de livraison, etc. Ou alors, je sais pas comment utiliser ce produit. Bah ça, c'est du SEO. Tu vas faire un paragraphe, tu vois. Donc toi, ton job, si ce frein, c'est celui-là, c'est à le mettre assez haut dans la page. Donc tu vas tout de suite toucher à l'ergonomie. Et puis après, tu fais un sens de lecture. Ok, il a répondu à ce problème. Maintenant, il sait comment l'utiliser. Il pense à quoi ensuite? Hop, et tu l'emmènes. Et comme ça, tu construis ta page. Et en fait, très rapidement, tu arrives à faire de la sémantique et du UX. Tu arrives à caler 2500 mots de manière hyper harmonieuse. T'as jamais de gros pavés de contenu, tu vois. Ouais. Les amis, bienvenue, nouvelle vidéo. On est avec Laura Blanchard. Je vais la présenter tout de suite. Mais avant ça, Thomas, comment tu vas? Troisième journée, ça va. Toujours à fond. On est là. C'est clair. Podcast, 4 jours de podcast, enfin 10 podcasts en 4 jours. C'est vrai que c'est sportif. Ouais. Laura, bienvenue. On est très content de te recevoir. Je suis ravie d'être là. Eh ben, très cool. Donc, Laura, toi, bon, tu es assez connue dans la sphère SEO, notamment par ton activité. Pour résumer un petit peu qui t'es, tu me diras si j'ai oublié quelque chose, mais normalement, on a préparé un peu notre truc. En 2018, tu as fondé un événement où j'étais d'ailleurs en 2023, qui est un événement de marketing digital qui s'appelle Web Island. 500 participants en 2023 quand même, donc voilà, on sait que c'est du taf. Après une semaine d'événementiel podcast, on sait que c'est du taf. 2020, tu as fondé un centre de formation pour le marketing digital qui s'appelle Alfie. Il y a plus de 100 consultants maintenant qui sont inscrits dessus. 170. 170 entre-temps, tu vois. Donc, pas mal. D'ailleurs, je me suis inscrit dessus. Je propose mes formations sur Alfie si ça intéresse Allez, ça fait sa personne. promo. Ah non, la promo d'Alfie. Et en plus, avant ça, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que tu as aussi une agence SEO avec tes associés. Vous êtes à 4, il me semble, qui s'appelle Cozy. Et en plus, depuis 2023, tu as aussi repris Abondance. Donc Abondance, qui est le média le plus connu dans le SEO, qui avait été fondé par Olivier Andrieux, figure bien connue des SEO français. Et du coup, c'est différentes marques. Il y a Abondance, Formaseo, qui est de la formation SEO, il me semble. Ouais. Et aussi Reactor, qui est une newsletter Exactement. sur le SEO. Et puis 2 fun facts aussi qu'on a trouvé avec Thomas, parce que avant de lancer le podcast, on fait toujours des petites recherches. Tu es né le 9 mai 1988. C'est le même jour, mais pas la même année que Béatrice Schoenberg. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. Présentatrice télé, non? Exactement. Je la connaissais pas. Et c'était pas facile de trouver présent pour toi, donc voilà. J'avais 27 ans. Ouais, Thomas, ouais, les 3 années, tu vois, c'était entre 90 et voilà. Je le connais. Et fun fact, comme quelqu'un d'autre qui est venu dans ce podcast qui s'appelle Nicolas Nguyen, qui est bien connu, eh ben, tu n'es pas première sur Google sur ton nom Laura Blanchard. Comment tu nous expliques ça? Eh bien, j'ai un homonyme qui est dans le Knowledge Graph, qui a une page Wikipédia, qui est joueuse de foot. Mais j'ai vu qu'elle a arrêté sa carrière, donc j'ai peut-être une chance. T'as peut-être ta chance, Voilà, je effectivement. suis son actu. Évidemment, Laura, si tu m'écoutes, je te souhaite tout le bonheur, mais je bien la première place. Ouais. Il y aura peut-être un nom de domaine expiré à récupérer maintenant qu'elle a C'est fini marrant, sa les carrière. concurrentiels comme moi, je me bats contre le CEO de Desigual, qui s'appelle Ah, aussi ah, Thomas ouais. Merde. On avait parlé sur Twitter, tu te souviens, avec la veste. Tu m'as dit qu'il me saluait Ouais, comme moi. c'est énorme. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Laura, sur la présentation? Non, t'as l'essentiel. Puis on va en discuter après. Exactement. Carrément. Et Marmite. on va pouvoir lancer le premier format pour en savoir plus sur toi, la marmite du SEO.
Jingle. T'as vu, on fait des jingles. Premier format, la marmite du SEO. Laura, on va s'intéresser de plus près à comment tu es tombée dans la marmite du SEO et surtout pourquoi tu as décidé d'y rester. Par hasard, comme beaucoup de SEO, je pense. J'ai été embauchée dans une boîte. À l'époque, le poste s'appelait Web Commercial. Ça n'existe évidemment plus. Web commercial. Web Commercial. Ouais, c'est Voilà. ça. 2011, donc tu vois, Ok. c'était il y a longtemps. Ils vendaient des produits sur Internet via leur site et par téléphone. Et donc, j'avais 50% de mon temps en commercial et 50% parce que j'étais la plus jeune de la boîte où on m'a dit, gère la com. Donc, il y avait le site, il fallait que je lance les réseaux sociaux. Et sur le site, travaillait une agence qui s'appelle Cybercité. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le SEO. Ils faisaient des pages satellites à l'époque. Déjà, moi qui suis très fan du SEO et de l'UX, je me posais la question en me disant, c'est nul de positionner une page satellite, ça ne convertira jamais. Donc déjà, j'avais cette fibre. Donc j'ai commencé là-dedans. Et puis ensuite, j'ai voulu terminer mes études parce que j'étais entre 2 années d'études, entre ma 4e et ma 5e année. Donc j'ai repris une année d'alternance à l'ISCOM Paris. Ok. Et je trouvais ça trop cool parce que tu faisais du contenu, tu faisais du marketing. Moi, je sortais d'école de marketing. Il y avait un peu de technique et puis je pense que ça satisfaisait vachement ma curiosité en fait. Donc j'ai postulé chez Synaudience. D'accord. Elle m'a fait faire un test qui s'est révélé nul à chier. Mais ils avaient du budget pour de l'alternance et j'imagine qu'il y a eu un bon feeling, donc ils m'ont gardé et j'en suis ravie. Très cool. Et voilà. Donc c'est là que tu as un peu découvert les J'ai bases tout appris chez Synaudience. Ouais, du donc SEO c'était- et après je pense comme nous, tu as mis le doigt dans un engrenage sans fin et tu t'es continué de te former et tu en es là aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer peut-être les pages satellites Non, Non, parce que c'est vrai que tu vois, on regroupe plein de choses dessus, C'est tu vrai. vois, donc peut-être faut expliquer. Alors surtout à l'époque, la manière dont voilà. ils faisaient. Une page satellite, c'était on créait une page, donc nous on se positionnait sur. Ils vendaient des petits pots de trucs à planter là. Donc par exemple, pot à planter, donc ils faisaient une page où il y avait que du texte. Le titre c'était pot à planter et le but c'était de positionner cette page Ok. parce que à l'époque, je sais pas pour quelle raison, mais ils travaillaient pas les pages du site e-commerce, tu vois. Ok. J'imagine parce qu'ils pouvaient pas, peut-être que le CMS permettait pas d'ajouter de texte. Donc en fait, ils avaient créé plein de pages comme ça autour et ils envoyaient des liens pour qu'on se positionne. Ok. C'était les D'où le pages nom satellites. satellite Ouais, non, qui ça- entoure la page, englobe, la planète. Ouais. Et autour sur le même site quand même ou autour C'était carrément sur le même site. Ok, ok. Ouais. Ouais. Mais comme quoi, parfois, tu vois, tu as des limitations de CMS ou autre, tu peux quand même pense. faire des choses. Mais... Ouais, les souvenirs sont lointains, mais je pense qu'en effet, en 2011, c'était peut-être la manière aussi de faire du SEO à l'époque, c'est-à-dire qu'on a le site et on décorrélait, je pense, le SEO de la manière dont on fait vivre le site. Donc, on faisait ça sur des pages à côté. Quoi. Ouais, C'est Évidemment, plus simple à l'époque le SEO. Ouais. Ouais. C'est clair. C'était pas le même. Et bah, justement, ensuite, raconte-nous peut-être le parcours jusqu'à Cozy, ton agence SEO. Synaudience, là où j'ai tout appris, merci à eux s'ils me regardent, où j'y ai passé 4 ans. J'ai voulu partir dans une autre agence et mon boss m'a dit non Laura, tu as une clause de non-concurrence, tu vas pas y aller. Ah. Donc j'ai fait un petit Putain. coup de déprime et je me suis dit si je peux pas aller en agence, je vais aller chez l'annonceur. Je tombe sur un annonceur qui s'appelle l'Officiel du déménagement. Il faisait du déménagement en ligne, 9 millions d'euros. Il y avait une refonte à faire. Je serais toute seule à gérer le site. Enfin, le challenge parfait, quoi. Donc, je me dis, OK, je vais chez l'annonceur. Et en fait, ça a été la meilleure idée de ma vie parce que j'ai découvert le SEO d'une autre manière, après 4 ans en agence. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fondé mon agence. C'est que je me suis rendu compte que Synaudience, c'était une expérience extraordinaire, mais en fait, mon job, c'était de vendre du livrable. Et là, j'ai fait du SEO pour faire du business. Donc, comme j'ai vu différemment ce métier, je pense que j'ai réappris à l'aimer, même si je le désaimais pas, mais j'aimais pas la manière de le faire. J'y ai passé 1 an et demi. Et en parallèle, il y avait des discussions avec mes associés pour qu'on monte la boîte. Et donc, au bout d'1 an et demi, je l'ai quitté. On a monté Cozy. On était 3 à la base et Maxime, le 4e, nous a rejoint ensuite au bout d'1 an. Et ça, c'était en 2017. Et depuis, il y a tout ce que tu as dit dans la présentation. Et vous êtes combien aujourd'hui? On est 4, Ok. on reste 4 et on restera toujours beau. que 4. Ok. Plein de raisons, Ouais. mais principalement parce que je peux pas exiger ce que moi je donne vu que c'est ma boîte. Je peux pas exiger ça d'un employé. Donc on reste qu'à 4. Ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est développé comme on s'est développé, parce qu'en fait au bout d'un moment tu atteins un plafond de verre. Ouais. Là ça va faire 3 ans qu'on fait à peu près le même chiffre d'affaires à 50 000 euros près.
Du coup, très vite, au bout de 2 ans, on s'est dit, bah, en fait, comment on fait quoi. Ouais. Est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on recrute pas? Déjà, on a mis 1 an à se dire, ok, c'est bon, on recrute pas. Donc, la seule solution, c'était croissance externe. Ok. D'où D'où, toutes les boîtes. Alfie, Abondance C'est ça. et autres encore. Super intéressant. Ouais. Et comment ça s'organise donc, parmi les 3 autres, quelles sont un peu leurs fonctions, leurs personnes de l'agence? On est tous les 4 consultants, on a tous les 4 des clients, mais il y a des affinités particulières sur les clients. Et puis après, dans la gestion de l'entreprise pure, bah là, clairement des affinités. Maxime, par exemple, il a fait des études de compta. Donc lui, tout ce qui est chiffres, on lui laisse, c'est très bien. C'est génial d'avoir un mec... c'est trop comptable. bien. Fille, hein, Après, j'apprends parce que mon métier aussi, c'est surtout l'entrepreneuriat maintenant, et ça me fascine. Mais c'est lui qui m'explique le bilan et le compte de résultat. Ouais. Donc ça, c'est très pratique. Tu peux définir le compte de résultat? Pas du tout. Bienvenue sur le Ça va podcast fuir, comptable. Comme quoi, les explications de Maxime ont bien fonctionné. Et moi, je fais plutôt la com, les confs, pour faire connaître Cozy. Virginie, c'est plutôt la caution qualité éditoriale. Elle a fait des études de lettres. Et Victor, c'est, on va dire, le chien fou qui dit ça, ou dit qu'on fasse ça, et tout le monde le suit. Et tu vois, on le suit dans ses délires. Et puis, il est surtout avec Max sur la partie un peu légale, les discussions avec les avocats, les comptables, trucs comme ça. Ouais, une belle organisation. Et c'est intéressant, tu vois, je trouve, d'avoir cette vision un peu de, ben voilà, on veut rester à 4 parce qu'il y a plein de raisons, je pense que tu pourras répondre un peu. Mais à un moment, on veut quand même chercher de la croissance et comment on peut faire. Et du coup, tu réinventes un peu le monde de l'agence même. Et il y a une boîte qui s'appelle Kudak qui est un peu pignon sur rue parce que c'était au Lyon, voilà, qui en parle beaucoup, qui raconte beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est quand ils veulent ouvrir une nouvelle verticale, ils vont s'associer avec un nouveau fondateur ou une nouvelle fondatrice et ils vont créer quelque chose à partir de là. Et c'est la preuve que de recruter, c'est ça. C'est la preuve que le métier d'agence, tu peux encore le réinventer, entre guillemets, tu vois. C'est un concept que j'ai découvert sur un podcast qui s'appelle Structure. Qui est destiné pas aux boîtes qui se lancent mais aux boîtes qui veulent se structurer, et ils ont interviewé Henri de Lorgeril qui est de chez Avisio, qui est un gros groupe RH, et la théorie s'appelle la théorie du speedboat. Théorie du speedboat, c'est j'ai un vaisseau amiral qui emmène toutes les boîtes, et quand je teste auprès de mes clients, des gens, quand je pressens qu'il y a un besoin, et je fais de l'intrapreneuriat. Donc en effet, je cherche un founder, je monte une boîte, et comme ça, il y a l'agro qui emmène tout le monde. Et comme ça, tu vois, tu avances vraiment au pressenti. Alors nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est comme ça qu'on s'est développé. Alfie, c'est venu parce que nos clients, on voulait les faire monter en compétences plus vite. Donc on s'est dit, OK, on monte un centre de formation. Web Island, c'est venu parce qu'il manquait d'un événement à Nantes que moi, j'avais besoin d'apprendre. Donc on a créé l'événement. Abondance, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est aussi venu d'un besoin de développement. Et globalement, toutes les raisons, enfin, toutes nos réflexions d'entrepreneurs sont comme ça. C'est de quoi ont besoin nos clients? Est-ce que moi, je peux y répondre dans ma presta? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux monter une boîte ou un projet? Tu vois, c'est pas forcément que des entreprises. Oui, non. Et sinon, j'envoie un concurrent, quoi. Nous, notre objectif, c'est de jamais laisser une demande ou un client sans réponse. C'est super intéressant ce concept de bateau amiral, et ça me rappelle beaucoup un article que Alexandre Donat, le CEO de Live Mentor, une boîte pour laquelle que je connais bien, un article qu'il avait écrit qui m'avait beaucoup plu, c'était la technique de l'amygale, de l'araignée pour créer une entreprise résiliente, justement. Et il avait pris le modèle de Disneyland, en fait. En fait, c'est vrai que tu vois ton araignée, tu as son corps qui est l'entreprise. Et en fait, pour que cette entreprise avance, il lui faut des pattes. Mais il faut que ces pattes, elles aient une synergie entre elles pour pas qu'il y en ait une qui s'écroule et plus. Donc il faut réussir à trouver, tu vois, des solutions. Nous, on l'avait vu chez Live Mentor quand tu vois, quand il y a eu le gros boom des formations au CPF, eh bien forcément quand c'est l'État qui te paye, l'argent arrive beaucoup plus tard, donc il peut y avoir des problèmes derrière de BFR ou autre. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve des moyens d'aller chercher du cash plus direct, et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi au magazine, c'est comme ça qu'on a réfléchi au format un peu du Netflix de l'entrepreneuriat, et d'ajouter des petits formats comme ça, des formations sur l'accompagnement qui te permettent de créer une synergie. Et c'est pareil pour Disneyland, on l'a vu pendant le Covid, plus de parcs d'attractions. Donc forcément, du fait qu'ils aient créé leur Disneyland, c'est Disney série ou je sais pas, Disney Plus, non? Disney Plus, exactement. Ça continue aux personnes de vivre l'expérience Disney malgré qu'une patte soit effondrée. Je trouve ce concept hyper intéressant, et c'est à mon sens un excellent moyen pour croître sans forcément agrandir la taille de... Et puis c'est rassurant, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Exactement. S'il y en a un qui est défaillant, tu t'attrapes sur l'autre, et puis surtout t'apprends les uns des autres. J'aime beaucoup cette approche. Bravo.
Merci. Ouais. Bah, du coup, vous l'avez compris, pour les auditeurs, on va beaucoup parler de SEO et d'entrepreneuriat, en tout cas de comment le SEO peut se mettre dans l'entrepreneuriat dans cet épisode. C'est un peu le sujet principal qu'on a choisi. Mais bon, après, on a plein d'autres questions. C'est la crème de la crème, le dernier format, donc on va pas... J'essaie de pas trop en dire, pour en garder pour après. Mais déjà, là, les deux, vous nous avez... Enfin, même moi, des trucs que je savais pas, donc très intéressant. Et c'est une belle transition pour le second format. Ça va être à ton tour de balancer un beau jingle. Allez, jingle. Format suivant, du coup, Laura, ça s'appelle le pain sur la planche. Le concept, le pain sur la planche, c'est tout simple. C'est de savoir un peu de ce que tu fais de ta journée, comment tu t'organises et autres. C'est quoi raconte-nous une journée type. Comment ça se passe en général? C'est hyper dur de répondre à cette question. J'ai vu déjà une journée qui se ressemble. Déjà parce qu'il y a 3 boîtes. Je bosse pas tous les jours sur les 3 boîtes. Mais je vais essayer de faire une journée moyenne. Je passe quand même la plupart de mon temps sur Cozy parce que c'est ce qui me paye mon salaire. Aujourd'hui, tout le temps qu'on passe sur Alfie ou sur Abondance, ce n'est que pour soutenir les équipes et aider les équipes à faire ce qu'elles ont à faire. Donc, journée classique, c'est, je crois que Rémi disait pareil, je vais checker mes positions sur mes clients du moment. Nous, on a la chance, enfin la particularité chez Cozy, on a peu de clients. On en a entre 3 et 5 chacun, volontairement, pour assurer un maximum de réactivité. Donc, le check des positions est assez rapide. J'ai en gros que 3 à 5 sites à checker. Avec quel outil tu fais tes checks? Monitorrank. Ok. Monitorrank Forever. Je te l'ai déjà dit, Fabien. Et ensuite, généralement, je pense que la moitié de mon temps, c'est de la prod ou de la reco. Okay. Et l'autre moitié du temps, c'est soit accompagner les équipes, soit les aider à produire des contenus. Réunions, on évite. On arrive à se faire très peu de réunions. Ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. Ouais. En fait, déjà, on est pas mal au bureau. Télétravail, les filles, je dis les filles parce que chez Alfie, c'est des filles. Et elles sont au bureau alors que chez Abondance, ils sont en télétravail. Les filles gèrent leur télétravail comme elles veulent. Mais quand on est tous au bureau, bah, en fait, t'as pas besoin de réunion. Ouais, c'est bon. Et ça, on l'a mis en place, je pense, depuis 6 mois. J'ai dit, les filles, une réunion, c'est 30 minutes, pas plus. Si jamais vous avez besoin de plus de temps, alors à ce moment-là, c'est un atelier et tu ramènes d'autres mondes et c'est 2 heures et on se met devant le tableau blanc et à la fin, il y a un livrable, tu vois. Donc, je passe pas mal de temps comme ça à voir ce qu'elles font, elles demandent, tu vois. Je sais pas, on a notre graphiste qui doit faire un visuel, ben, on échange ensemble, etc. Donc voilà, si je résume, j'ai vraiment la moitié, 3/4 de mon temps sur Cozy, de la prod, les recos, et puis l'autre quart de mon temps à soutenir les équipes sur ce qu'elles ont à faire. Trop cool. Et du coup, ouais, sur Cozy, 3 à 5 clients, c'est pas beaucoup, je pense que c'est un choix. Vous passez combien de temps un peu chaque semaine? C'est quoi un peu votre relation que vous avez le temps qu'on passe clients, sur... Même concrètement avec eux, et puis à côté, le temps que vous passez, vous, vérifier les positions, plein d'autres choses, on le sait. Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Nous, notre clientèle type chez Cozy, c'est start-up à grosse PME. Ok. Parce que j'ai bouffé du grand compte pendant 4 ans et j'en veux plus. C'était bon? C'était pas très bon. Tu fais beaucoup de politique. J'ai fait le SEO de Peugeot pendant 2 ans. Donc fascinant, hyper cool. 5 sites, 9 pays. J'allais 2 jours par semaine chez eux. Donc en freelance, c'était ça? Non, j'étais consultante chez Synaudience. Ah oui, mais ils m'emmenaient en régie pendant 2 jours. Tu vois. Belle expérience, ça? Incroyable, c'est trop bien. Et puis j'avais le 2e plus gros client de la boîte, donc pour négocier les primes, c'était très pratique. C'était quoi un peu tes missions pour eux? Alors justement, c'est ça que tu as mis en place globalement, ce qui a fonctionné. Peut-être ce serait cool d'avoir un petit retour d'expérience. Eh bien, quand je suis arrivée chez eux, ils étaient déjà pas bien référencés sur leur marque. Ok, c'est vrai? Ouais. Parce qu'ils travaillaient pas le SEO. Alors c'était 2012, hein, c'était il y a longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient fans de la marque, donc il y avait plein de sites. Ils achetaient Peugeot108.fr, c'était un fan. Donc première étape, se référencer sur la marque. Et en fait, le plus gros du boulot, c'était plutôt de la pédagogie en interne et de l'évangélisation, parce que comme je bossais sur une dizaine de pays, j'avais la Belgique, par exemple, où ils étaient nickel, ils traquaient les conversions, tout le funnel était nickel. Et à côté, j'avais l'Autriche où elle découvrait Google Analytics. Sacré Autriche. Mon job, c'était d'emmener tout le monde au même niveau que la Belgique. Et finalement, je faisais peu de prod. On faisait des grosses recos pour des refontes. Je rédigeais jamais de contenu, c'était dans les pays. On négociait beaucoup pour faire passer des trucs, tu vois. Donc, j'avais pas vraiment l'impression de faire du SEO. Et il y a la fin de la presta où là, on a commencé à attaquer les requêtes
générique. Là, ça commence à être intéressant, citadine, SUV, tu vois, Ouais. toutes les requêtes là, quoi. Et sur la requête de marque, comment vous avez fait du coup pour repositionner Peugeot en première position sur leur nom de marque? Oh bah c'est pas dur, hein. Vraiment, on était au niveau 0. Ouais. Donc c'était title, du contenu, Ok. du maillage interne. Un peu de Il y a eu netlinking. un truc qui était très cool. Le légal nous avait demandé un audit de tous les noms de domaine où il y a le mot Peugeot. C'était à peu près 6000 noms de domaine. Ah, c'est énorme. Solide. C'était trop bien comme prestat, j'avais trop kiffé. Et donc, t'audites tout. Eux, ils te disent ceux-là, ils nous appartiennent, ceux-là, ils nous appartiennent pas. Et l'objectif, c'était lesquels on veut réclamer parce qu'il y a de la popularité ou il y a de la protection de marque. Et lesquels on choisit de laisser à ces gens fans parce qu'ils nous envoient des backlinks et tout ça. Ouais, ouais. Donc, fascinant, ça, c'était très cool. Et du coup, ceux que vous vouliez réclamer, l'idée c'était de les racheter, quoi. Ah non. Faire une offre. Ah non, Non, c'est courrier Attaque d'avocat. légale, Vous me rendez- non. Et parce que légalement, du coup, elle leur appartenait parce qu'il y avait leur nom dedans ou est-ce Écoute, que- je me souviens plus exactement et je me demande si la législation n'a pas évolué parce qu'il y a de la jurisprudence. Je pense que tu es en droit de réclamer si tu peux prouver une antériorité. Ok. J'ai pas envie de croire que parce que c'est marqué Peugeot, tout t'appartient. Ouais. Je sais pas trop. Ouais. Honnêtement, je risquerais de te dire des conneries. Mais en effet, il me semble que l'antériorité fait la propriété. Ouais, intéressant. Mais fun fact, il y a des consultants qui sont pas tout à fait SEO, mais qui ont créé un événement qui s'appelle le NDD Camp. Nom de domaine Camp, ça veut dire, enfin nom de domaine, je sais pas ce que c'est le dernier D, mais voilà. Nom de domaine. Ouais, oh oui, exactement. Merci. Tout simplement. 3 jours de podcast, les amis, on n'en peut plus. Mais du coup, et c'est vachement intéressant parce que c'est un événement dédié au nom de domaine où on parle un peu de SEO. Et en plus, c'est des événements gratuits qui sont à Paris et à Strasbourg. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu se renseigner sur Très ce bonne sujet, reco. voilà, ça peut être l'occasion. Cool. Et ben écoute, je sais pas si tu as d'autres questions sur les journées de Laura. Les autres questions, elles sont dans ce bol. Voilà. Et celle-ci, tu les connais pas. Ok. Et ben il Très est bien. temps de faire un petit jingle. Jingle. Roulette du SEO, une nouvelle fois, le format préféré personnellement sur ce podcast. Une roulette, enfin une roulette, Un saladier. comme on veut. C'est vraiment fatigué, mais c'est un saladier. Hein. Tu la mets comme ça, tu vas tourner sans faire tomber le vase. L'idée, c'est que tu prennes un papier, 3 papiers, Ok. que tu les annonces à la caméra pour les personnes qui ne regardent pas en vidéo et que tu répondes logiquement à la question. Ok. Tu n'as pas le droit de changer, c'est de la triche sinon. Ok. Alors, Twitter ou LinkedIn Ah, Twitter, je suis team Twitter. J'ai grandi avec ça, c'est comme ça que j'ai appris le SEO. C'est grâce à Twitter que je fais mon métier. Donc, team Twitter. c'est beau. Ok. Il n'y en a pas beaucoup qui choisissent Twitter. hein. Ouais, c'est vrai. Je C'est suis tous plutôt des de ce faux bord-là. culs. Moi, je suis du même bord que toi, hein, Twitter. J'apprends beaucoup plus sur Ouais. Twitter que sur. Ouais. Ça s'appelle X, exactement. Ouais. Jamais, par contre, jamais. Ouais, moi je préfère Moi, je dire serais Twitter. Twitter à vie. Mais c'est marrant de voir qu'une marque comme ça, Mhm. personne n'arrive à adopter le nouveau nom. Genre, c'est rare, tu vois. Non, mais C'est-à-dire tu- que le branding est un peu foiré, comment ça? Parce que Ouais. j'aime bien le petit oiseau, son tweet, il y avait un univers derrière. Ouais. Non, Le on- X là. Ouais. On republie. Puis regarde, en termes de C'est- SEO, Mm. c'est hyper relou. Ouais, c'est vrai. X. Moi, je tape tout le temps Twitter. Ah ouais Et la dernière fois, mec, pareil. Genre, j'avais reçu, tu sais, j'avais payé l'abonnement pro là sur Twitter. Il voulait sa petite, certifié. Je ouais. voulais Il voulait sa certif. Voilà, je voulais sa certif. Gars, je reçois une facture chez moi. C'était arrivé chez ma mère en plus. Le gars me dit, mais pourquoi t'as une facture X de 130 €? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va, Je vais on va se t'expliquer. calmer. C'est pas ce que Je vais tu tout crois. expliquer, maman. C'est fou. Et Ouais, je suis justement, d'accord. Laura, est-ce que tu as des personnes à conseiller qu'il faudrait suivre sur Twitter? Oui, j'en ai plein. Chez qui j'apprends des choses. Fabien Rakidel, Fabien R34, qui fait une veille de fou, c'est trop cool. Didier Sampaolo, parce qu'il est marrant. Ouais. Et aussi parce que tu es très compétent, Didier, évidemment. Yeah. J'apprends, alors c'est pas forcément sur Twitter, mais en ce moment, j'apprends beaucoup du monde de l'édition, plus Ok. que mon monde de l'agence. Et je ponce les Wizards. Ok, ouais. Toute la chaîne Les Wizards, Podcast, c'est très cool ce qu'ils font. Tu prends pas, mais en fait, ils testent ce qu'ils disent, donc déjà, tu peux faire confiance, quoi. Donc voilà, ces gens-là. Ouais. Puis n'hésitez pas à suivre Abondance, C'est vrai. Et Laura Blanchard. sur évidemment. Twitter, Ouais. Laura _ NTE. exactement. Envoyez-moi des followers. Comme toi. Eh ben, papier suivant. Alors, qui suivre
en SEO sur Twitter. Mais sérieux? Ah, incroyable. Je la mets de côté. Ouais, Non, regarde, La je meuf fais ça. triche quand même. On fait les questions de Twitter. Je suis médium. Ta formation SEO préférée? Alors, j'en vends. Alors, Alors, non, je vais pas. À moins 50 jusqu'à minuit ce soir. Non, mais je vais pas parler des miens. C'est quand même étrange que tout le monde tombe sur des questions. Comment tu fais un audit, Ouais, comment ouais. tu fais une recherche de mots-clés. Et là, c'est du Twitter, du Ouais. formation. C'est marrant. Je l'ai pas faite, mais on m'a toujours dit que la masterclass des frères Perronnet était high level. Mhm. Néanmoins, et je fais la pub parce que c'était vraiment bien, j'ai fait, alors c'est pas une formation SEO, la Level Up de Grégory Perrin en septembre, qui est une formation centrée e-commerce avec 5 formateurs. On parle de gros hacking, on parle de tracking, on parle de technique, SEO technique, netlinking. Et à la fin, que des ing. Et à la fin, Abdel nous lance sur, Bing. mais sur toutes les techniques vraiment de marketing de petits flux, tu vois. Ok. Et celle-là, j'ai trouvé vraiment cool. Elle Ok. était bien, elle est différente et vraiment niveau masterclass, quoi. C'est Émeric Bouya, Abdel Webseller, Abdel Halim, Fabien Rakidel, Baptiste Guiraud et Grégory Perrin qui sont voilà, Ouais, très cool. On les salue tous. Ouais, on les salue. Et puis, prochain papier. Allez, Prochain, 3e du coup. Twitter ou si tu as une boule de cristal, comment prédirais-tu le SEO dans 2 ans? Voilà, c'est Relou. dur ça. Ouais, c'est hyper relou vos questions. Déjà cette année, si tu arrives à donner un peu, même ça peut être intéressant de savoir comment tu te prépares pour tes clients cette année Ouais. au SEO avec les choses. Avant que j'y réponde, j'ai donné une conférence au SEO Square en octobre et pour ça j'ai interviewé plein de gens, on y était. Oui, notamment Sylvain Perronnet, Mhm. qui avait fait un article il y a 5 ans où il prédisait le SEO dans 5 ans. Et du coup, je lui ai dit, ça ne dit pas de refaire un article. Et il m'a dit, c'est la première fois que je suis incapable de dire comment ça va se comporter parce que c'est trop instable. Ouais. Donc, avec cet avant-propos, répondre à cette question, c'est galère. Franchement, j'en ai aucune idée. L'automatisation va prendre le pas sur tout. C'est-à-dire, si tu n'automatises pas, tu crèves, je pense. Et je parle au sens large, pas que pour la production de contenu. Ça, c'est sûr. Ma crainte, c'est que le SEO en 2 ans soit un truc bullshit et nébuleux parce que comme c'est de plus en plus facile de s'y mettre et de créer du contenu à ce propos, on voit des conneries. Alors, ce qui est normal, les gens apprennent, mais avant de dire des choses, tu essaies d'être à peu près sûr de ce que tu racontes. Donc, ma crainte, c'est d'aller vers ça. Que le SEO devienne un petit truc un peu fancy et perde un peu de son essence de technique, tu vois. Ouais. Et justement, tu parles d'automatisation. Est-ce qu'il y a des automatisations que vous avez mis en place chez Cozy là depuis Alors, Cozy, non, parce qu'on est des gros nazes. Par contre, Alfie, oui, et on essaie de le faire de plus en plus pour être efficace. Alors, c'est Victor qui fait tout. Je ne sais plus s'il est sur Zapier ou Make. Non, c'est avec Make. Tout ce qui est commercial, traitement des leads, des notifs dans Slack, ça c'est trop cool. Sur Abondance, pas encore, mais donc Thibaut et Mathilde, qui sont les deux qui travaillent chez Abondance, on fait une formation avec Joanie Thévenin pour les former à l'automatisation, et là, ils vont tout faire. Et donc, on a remis à plat tous les process, on les a tous écrits, et on a dit, OK, et ça, est-ce qu'on peut automatiser? Donc, ils vont s'y mettre. Ouais. Ça, c'est l'objectif du trimestre, là. Sur la partie SEO, parce qu'on a parlé des process, est-ce que vous automatisez, par exemple, des reports, des recherches de mots-clés, comment vous y prenez là-dessus? Quand on a monté Cozy, ce qui nous a animés, c'était de ne pas refaire les erreurs qu'on faisait dans les anciennes agences. Donc, avant d'avoir besoin d'automatiser, on a éliminé ce qui nous saoulait, les reports. Okay. Si j'ai des reports, c'est très rare, mais quand j'en ai, soit c'est Looker Studio, soit on s'appelle et on regarde les positions ensemble sur Monitorank ou on regarde l'analytics ensemble. Donc déjà, on n'a pas besoin d'automatiser ce truc-là. On va rentrer dans de l'automatisation sur les contenus IA, forcément. On le génère, il est publié en draft, en brouillon sur le site. Donc là, on va le faire. Alors, c'est pas moi qui le fais, je suis pas dev. Donc ça, on va le faire. Quelle solution d'IA tu utilises? OpenAI. OpenAI, ok, oui, tu passes tout par... Tu n'utilises pas un outil spécifique? Ok, très bien. Non, en fait, il y a un dev qui bosse avec nous au bureau, qui est à son compte, qui s'est pris de passion pour l'IA cette année. Et du coup, il m'a dit, vas-y, je suis trop chaud, je vais faire plein de trucs. Et donc là, on est en capacité de produire beaucoup de contenu avec surtout un niveau de qualité déjà correct, mais surtout assez égal, assez uniforme.
Donc, quand un client te commande 1000 contenus, bah, tu sais que tous les 1000 contenus auront un niveau de qualité identique. Donc, ça, c'est cool. Donc, on bosse là-dessus avec lui. Audit, peut-être aussi un peu d'automatisation? Non, pas tant. Je pense qu'on est très mauvais sur l'automatisation, mais aussi parce qu'il y a des tâches que j'aime bien faire à la main. Bien sûr. En fait, l'audit, c'est un livrable avant nos clients, mais c'est aussi du temps que tu passes à connaître le site sur lequel tu vas bosser. Donc, en fait, c'est indispensable d'y aller, d'aller voir toi-même les pages, tu vois. Et après, on a les outils. Moi, je bosse avec OnCrawl et Screaming Frog, mais j'aime bien le faire à la main. C'est peut-être con, mais au moins, je connais le site. Et à la page près, tu vois. C'est ce qu'on se disait avec François hier, qui disait que lui, son but avec Webbloom, c'était d'automatiser les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée, celles sur lesquelles on va perdre du temps. Notamment les audits sémantiques, notamment des tâches de reporting, etc. Et c'est vraiment de garder les consultants là où ils apportent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de reprendre les éléments, d'ajouter le vrai jus de cerveau et de confirmer certains points et de vraiment être focus sur les trucs qui ont vraiment de la valeur pour le client. Effectivement, c'est là que l'automatisation et l'IA peut être c'était du coup c'est l'épisode on le mettra des trucs. Mais il disait aussi en fait de passer beaucoup de temps avec les clients et c'était son point. Et il y a un peu un point commun avec l'agence Cozy et Laura, c'est que vous avez un faible nombre de clients par consultant. Vous cherchez pas à en avoir 100 000 et à automatiser, juste faire de l'audit, mais plutôt avoir une approche personnalisée pour chacun. C'est notre discours commercial quand on est face à un prospect. Moi, je dis toujours cette phrase, je dis des agences expertes, il y en a plein et il y en a des meilleures que nous. Nous, ce qu'on vous apporte, c'est la réactivité et on vous fait avancer. Si un mail arrive chez moi, en 24 heures, mon client a la réponse ou alors il m'appelle et on traite les choses. En fait, vous vendez de la gestion de projet quasiment plus que... Nous, on est des gens, notre job, c'est de résoudre des problèmes. Si c'est les problèmes SEO, je vais produire. S'il a un problème de tracking, je vais lui emmener Aristide Rioux, qui est un expert avec qui on bosse, il va s'occuper du tracking. S'il galère avec les emailing, on va regarder. Et si je vois que c'est un peu au-delà de mes compétences, je le forme ou je lui emmène quelqu'un. Mon job, c'est ça. Donc, mon métier, c'est le SEO, mais en réalité, mon job, c'est de la réactivité et de résoudre des problèmes. Très clair. On cherche encore un nom, si vous avez une idée d'ailleurs, parce qu'on n'est pas facilitateur. Facilitateur. Mais on cherche un nom. Position 0, s'il te plaît. On dit position 0. Résolveur de problèmes, mais c'est un peu moche. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Est-ce que du coup, ça vous arrive de bosser avec des... Par exemple, tu as parlé du copywriting. Ça vous arrive de faire appel à des freelances externes, par exemple des copywriters ou des experts dans, je sais pas, Locker Studio. Comment vous fonctionnez là-dessus quand vous avez besoin de combler des manques spécifiques? C'est exactement la raison pour laquelle nos projets avancent vite, c'est qu'on est en capacité d'amener des gens avec des expertises. Donc vous avez un petit pôle de freelance quali. Il y a les rédacteurs avec qui on a toujours bossé, avec D'accord. qui on bosse un petit peu moins à cause de l'IA, mais avec qui on continue de bosser. Qu'on passe désormais par Abondance. Donc ça aussi c'est intéressant parce que Mathilde qui fait la rédac sur Abondance, c'était donc une freelance avant rédactrice, elle est venue chez nous. D'accord. Et du coup la rédac, au lieu de l'envoyer à une société, on l'envoie à Mathilde. Ok, d'accord. Et Mathilde, elle fait bosser des freelances quand elle a besoin de temps, parce que la réalité, c'est qu'elle a aussi un métier à gérer. Donc vos contenus IA sont backés par des rédacteurs, c'est ça? On ne fait pas que du contenu IA. Ouais, bien sûr. Okay. On fait quasi... Là, il y a 2 projets où on va lancer du full IA, mais sinon, pour l'instant, on est encore sur la rédac manuelle. Très bien. Donc, on a un réseau de rédacteurs, et puis après, dev, graphiste, enfin web designer, et ensuite, à la demande... suivant les besoins de nos clients. Si tu as besoin de rédacteurs, n'hésite pas, j'en connais pas mal. Ça marche. Et d'ailleurs, ça c'est un bon point pour beaucoup de freelances qui cherchent des clients. Souvent, contacter les agences, ça peut aussi être un bon plan, parce que les agences ont de gros besoins. Ils ont déjà les clients, donc potentiellement, tu n'as pas tout ce travail tu vois, de prospection chez les clients. Et justement, en parlant de prospection, Laura, ça me revient, mais à Web Island, cette année, tu as participé à la conférence avec Frédéric Bobet. Et je me souviens que tu avais parlé un peu d'un changement que tu avais eu en prospection, en call client. Et c'était le fait de plus se dire, ben voilà, je veux te vendre quelque chose, je veux te vendre, mais plutôt de se dire, en fait, comment on peut avancer ensemble, il me semble, ou quels sont tes problèmes et comment on peut les résoudre ensemble. J'aime pas ce mot parce qu'il est galvaudé, mais c'est un changement de mindset. Wow. Ça me saoule de sortir. En gros, quand j'ai un prospect qui arrive chez moi, c'est comme si là, on était autour de la table et tu me disais, ah Laura, j'ai un site, t'en penses quoi? Et comme ça, on va réfléchir ensemble et je vais te dire, bah moi, ce que je ferais à ta place, c'est ça. Et en prospection, c'est la même chose. Il arrive, il me dit, mon problème, c'est celui-là. Donc, je vais dire, bah moi, je pense que la bonne stratégie à déployer, c'est celle-là. On va la confirmer avec un audit ou non. Et une fois qu'on a défini cette stratégie, je dis, bah voilà, là-dedans, moi, je pense que je peux t'accompagner sur ça.
je pense que je peux t'accompagner sur ça. Ça reste plutôt chez toi. Et là, je construis ma prestation. C'est beaucoup plus de confiance. C'est ce que disait aussi Patrick hier. Et ça lui arrive de refuser des clients parce qu'ils savent que c'est pas soit le moment ou que c'est pas. Et justement, c'est typiquement le client qui est beaucoup plus à même de revenir vers toi après parce qu'il a confiance en toi. Tu vois, il voit que t'es pas là pour lui vendre, il voit que c'est à lui de faire l'effort aussi s'il veut bosser avec toi. Et quand tu changes un peu cette approche, tu vois, de ne pas vouloir vendre à tout prix, c'est le meilleur moyen de vendre au final, quoi, du coup. Et puis même, tu es vachement plus à l'aise, vu que dans ta tête, tu n'es pas là pour vendre. Oui, t'es en mode mais tu es là pour résoudre un problème. Mm. Si ça vend pas, c'est pas grave. Et la plupart du temps, ça vend parce qu'il sent que tu n'es pas en train de le presser. Très beau mindset. Et en parlant de mindset, on a fait un épisode, on a parlé de ça, du fait que un épisode tous les deux qui a dû sortir déjà, parlant du fait que dire non, c'est un super pouvoir en fait. Quand tu es capable de dire non, et alors certes, il y a toujours, faut être capable financièrement de dire non, mais il y a quand même un truc aussi de pas dire oui partout, de pas tout accepter. Et quand tu es capable de dire non, déjà les gens vont avoir plus confiance en toi. C'est pas je vais vendre n'importe quoi, mais justement je dis non. Et souvent toi tu te sens mieux parce que tu es beaucoup plus aligné avec ce que tu as envie de faire. Nous on a une liste, on a une liste de critères à remplir entre guillemets pour qu'un client entre chez Cozy. C'est pas du tout élitiste, mais si ces critères-là sont pas remplis, la presta va mal se passer, je délivrerai pas le mieux et le client avancera pas comme je veux parce qu'on est un peu impatient. Et donc on dit non si un des critères n'est pas rempli, tout simplement. Et comme ça, c'est objectif. On enlève le j'ai envie parce que cette théma elle est cool. Bah non, ça c'est pas rempli donc. C'est pas dans votre mindset. Ça va être très long. Ça va être très long. C'est clair. Mais très intéressant ce que tu as dit aussi sur ce point. On pourrait peut-être le mettre avec une petite musique motivante et en faire un reel sur. C'est pas mal. Mais non, mais c'est vrai, c'est des red flags en fait un peu. Tu te dis ça c'est pas possible. Je sais que ça ira pas. C'est clair. Et on va lancer la crème de la crème. Crème de la crème. C'est parti. Jingle. Du coup, la crème de la crème, le concept, il est tout simple. On va te poser des questions sur ta spécialité SEO. Donc, ça va être des questions un peu entrepreneuriat et SEO, mais aussi UX, parce que je sais que c'est une de tes spécialités. Du coup, pour commencer, on aimerait en savoir un peu plus. Si tu peux nous parler du rachat d'Abondance. Raconte-nous comment ça s'est passé pour vous, d'où est venue l'idée, un petit peu le truc étape par étape. Et après, on a une petite question plutôt sur l'impact, tu vois, que ça a eu depuis sur votre business. Bonne question. On a rédigé un récit là-dessus que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle 176 jours pour racheter Abondance, pour reprendre Abondance. Ça s'est passé 176 jours. Pour un rachat, c'est... Victor a reçu un DM de Jackie de Links Garden en disant Abondance est en vente. Victor, mon associé, pardon. Abondance est en vente, je pense que c'est pour vous. Première question, pourquoi pas? Deuxième question, pourquoi on le ferait? Donc on discute. Et en fait, le jour où on a entendu parler, le lendemain, on a appris qu'on avait 10 jours pour faire une offre parce qu'Olivier partait en vacances et que le dépôt, c'était là. Donc on avait 10 jours pour BP, avocat, comptable, tout tester, tout ça. On rappelle, parce que je n'ai pas rappelé, mais parce que ça paraît tellement normal, Abondance, c'était le média SEO de Olivier Andrieux, qui est vraiment, je pense, un des médias leaders du SEO en France. Voilà, je n'ai pas précisé, parce que Olivier est très connu, maintenant il a pris sa retraite SEO, il fait des bandes dessinées à la place. Mais du coup, voilà, je permets de rajouter ça pour que ce soit... Un peu de contexte. Il y a combien de trafic mensuel sur Abondance? Je sais rien. Merci, c'est la fin de ce... Allez, c'est sûr. J'en sais rien parce que je devrais déjà, mais parce que chez mes clients, je connais les positions et le chiffre d'affaires. Je regarde jamais le trafic. Mais là, sur Abondance, je sais pas. Voilà. Mais du coup, 10 jours. Content. Donc 10 jours. T'as vu la réaction de visage, elle n'a pas bougé. 10 jours pour faire une proposition. Et on savait qu'on ne serait pas les mieux disants parce qu'on n'est pas les plus riches de toutes les agences. Donc, on a choisi une autre stratégie qui n'était pas une stratégie, qui était ce qu'on pensait vraiment, qui était le convaincre sur pourquoi on va reprendre et qu'est-ce qu'on va en faire. Parce que nous, notre objectif, c'était de faire perdurer son héritage. Bon, il n'est pas mort, mais il n'aime pas quand je dis ça. Par exemple, nous tous, les 4 associés, on a appris le SEO avec son livre. On a tous commencé par ça. Pour nous, Abondance fait partie de la communauté et il faut absolument que s'il vend, il vend à des gens qui ne vont pas en faire de la merde. Tu vois. Donc, c'est là-dessus qu'on a réussi à le convaincre. On a son go un mois après, il revient de vacances, etc. Et là, en effet, très rapide parce que il était un peu pressé, tu vois, il en avait marre, je comprends.
Ça fait 20 ans qu'il fait ça, enfin voilà. Donc ça, c'était en octobre. Et l'annonce officielle s'est faite le 1er mars. Donc on a eu 4 mois pour tout valider avec les avocats, aller chercher des financements, aller chercher déjà un financement, un prêt d'honneur et un prêt bancaire. Il est venu à Nantes pendant 2 jours pour faire toute la passation sur les process, beaucoup de fichiers Excel. On a dû préparer la communication, on a tourné une vidéo, enfin voilà. Donc en effet, 176 jours, très court. Après, l'avantage, c'est qu'il était tout seul, il est tout seul. On rachetait pas l'entièreté de la boîte dans le sens où nous, on a créé une autre boîte et lui, l'a gardée pour la suite de ses activités. Donc en fait, c'était assez simple. Okay. Les fameuses due diligence des avocats ont pris 2 semaines, quoi. C'était plié. Donc c'était assez rapide. Versus, c'est combien de temps sur des trucs comme ça? Je sais pas, mais un rachat de boîte, ça peut prendre une année, tu vois. Mais c'est intéressant le point que tu as soulevé, qui était de. Justement, ça rejoint un peu le point tout à l'heure de. Face à un client qui n'est pas de vendre à tout prix, mais le fait vraiment d'expliquer comment tu vas reprendre la chose, ça crée vraiment de la confiance et de montrer que vous êtes la bonne personne justement pour faire vivre comme il se doit ce média SEO, parce que vous êtes passionné. Je trouve que c'est un point encore plus important que de montrer des chiffres, que de montrer une équipe, machin. C'est vraiment d'y aller avec le cœur. C'est pour ça que j'aime mon métier, le marketing, parce que le marketing, c'est avant tout comprendre l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, Olivier? Nous, on était persuadés que c'était ça. Et en fait, on a tapé dans le mille parce qu'il a dit, vous êtes les moins 10 ans. Par contre, vous êtes ceux qui ont la meilleure histoire. Donc, est-ce que vous pouvez faire un effort sur votre offre? Et voilà, quoi. C'est avant tout une question de mindset. C'est ça. Et du coup, l'impact depuis le rachat, est-ce que tu peux nous dire un peu parce que du coup, maintenant, vous êtes consultant SEO, formateur, enfin, vous avez une bonne formation. Et médias en plus. Ouais. Donc on a Cozy Consulting SEO, Alfie Formation, organisme de formation certifié Calliope, et Abondance, où il y a Abondance le média, Réacteur et Formaseo. Et en plus, on vend des audits sur Abondance, ce que faisait Olivier. On fait un audit par semaine à peu près. Donc il y a tout ça. L'impact, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a des ponts entre tout. Et ça, c'est vraiment l'impact le plus cool. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai un prospect qui vient me voir, il n'a pas trop les moyens d'une presta Cozy, ou alors il coche pas toutes nos cases, je peux l'envoyer soit faire un audit chez Abondance, soit de la formation sur formation e-learning et tout ça. Donc ça, c'est trop cool. Et ça reste chez nous, donc le chiffre d'affaires reste chez moi, je ne le recommande pas à quelqu'un d'externe. Donc ça, c'est hyper cool et ça va dans tous les sens des 3 boîtes. Et puis l'autre effet de bord positif, c'est l'innovation, même si ce n'est pas de l'innovation technologique. Je teste un truc sur une boîte, si ça marche, je l'applique à l'autre. Donc en fait, on va plus vite et on teste plus de choses. Donc ça, c'est cool. Super. Et puis on gère un média, c'est sympa aussi. C'est un autre métier. Et d'ailleurs, on a écrit un article sur Position Zéro, sur Abondance. Je ne sais pas si tu le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Ah ouais? Qu'on a publié. C'était voilà, comment lancer un podcast SEO étape par étape. J'étais même pas au courant. Tu vois, donc je vous invite à le lire. Ah ok, je viens de capter. Je croyais que tu avais écrit un article à propos d'Abondance. Non, un article invité. Abondance. Ah si, je m'en rappelle. Enfin non. Donc, je te l'ai dit, mais bon après. On a dû zapper l'ensemble. On a participé du coup. Tu as participé à faire rayonner ces médias. Et ça fait une belle transition pour la question 2. Bon, la question qu'on s'était notée, tu as répondu en partie au premier point, qui était comment tu fais cohabiter tes 3 marques. Effectivement, le fait de créer des ponts hyper pertinents. Mais le deuxième, c'est voilà, si on essaie d'être un peu plus concret avec notre audience, c'est quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite lancer une agence, on va prendre une agence SEO pour rester dans le terme. Là aujourd'hui, j'arrive dans le secteur, j'ai pas mal d'années de SEO, je connais pas mal de monde. Comment je pourrais lancer, ou pas d'ailleurs, comment je pourrais lancer, quelles sont les premières étapes de structuration? Moi, je recommanderais, parce que c'est ce que je connais, de trouver un associé. C'est plus facile d'entreprendre à plusieurs. Je pourrais vous filer le lien. D'ailleurs, nous, on avait répondu à un quiz qui s'appelait 50 questions pour savoir si on peut entreprendre ensemble, ce qui permet d'aligner les visions. C'était hyper cool et ça nous a permis de tout poser, tu vois. Ok, tu veux gagner beaucoup d'argent ou pas? Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà. Donc déjà, s'entourer. Comptable, avocat, c'est ce qui nous a le plus aidé. Trouver des gens qui vont être dans le conseil et pas juste je t'envoie le... Dès le début, comptable, avocat? Ok. Avant de monter Cozy, on est allé voir un avocat. Parce que pour nous conseiller sur déjà est-ce qu'on fait une SAS ou une SARL, tu vois. Et ça, il nous drive carrément parce qu'il nous inspire, il nous donne des idées, tu vois, et il nous conseille de fou. Donc ça, hyper important parce que c'est structurant.
Donc ça, c'est plutôt pour la partie création de la boîte. Et après, le côté agence, je parlais tout à l'heure de réactivité et de résoudre des problèmes. Je pense que c'est important. Je pense pas que ce soit pertinent quand tu veux monter une agence SEO d'essayer de te différencier sur ton expertise. Déjà, parce qu'il y aura toujours meilleur que toi. Et en plus, parce qu'on peut pas être bon partout. À moins que ce soit ta marque de fabrique. Donc déjà, trouver ce qui fait que les gens vont vouloir venir chez toi et pas ailleurs. Nous, c'est réactivité, authenticité et franchise. On va leur dire franchement ce qu'on pense et je pense que c'est pour ça qu'ils aiment bien venir chez nous, quand bien même ça va pas dans notre sens. Et comme je disais, tu vois, discours commercial, je dis tout le temps, on n'est pas les meilleurs experts. Par contre, on est réactif et avec nous, ça avance, quoi. Donc ça. Et après, trouver ton univers. En fait, quand tu démarres, tu vas prospecter, tu prends ce qui passe. Et puis ensuite, l'argent que tu as généré avec ça va permettre là d'investir sur des trucs beaucoup plus stratégiques. Si toi, tu as décidé d'être sur toutes les conférences parce que tu veux te faire connaître comme ça, et tu choisis ça. Là où je veux en venir, c'est commence petit. Et ensuite, avec cet argent-là, réinvestis sur ce qui fera ta différence et ce qui fera que demain, ils viendront te voir toi et pas les autres, quoi. Ouais. Et l'erreur que nous, on a fait au début, c'est de se référencer sur les audits SEO, etc. Et en fait, on n'avait que des leads nuls. Parce que des très débutants, et nous, ça faisait déjà 5 ans chacun qu'on faisait ce métier-là, et on n'avait pas envie de ces gens-là, en fait. Parce qu'on voulait des gens qui étaient déjà matures sur le SEO, parce qu'on en avait bouffé avant 5 ans des débutants. Donc, fais dans ta communication, parle des projets que tu veux attirer. Les confs, pareil, j'ai commencé par des confs. Je crois que ma toute première, c'était 6 idées pour faire du netlinking. En fait, on a arrêté. C'est pour ça que nos confs, c'est SEO, UX et CRO. Parce que j'ai envie que mes clients ils viennent me voir en me disant je veux faire du SEO, mais je veux surtout faire des confs. Il y a un point qui est hyper intéressant et ça peut parler à beaucoup de freelance. Je pense, tu vois, par exemple, c'est ce que tu as dit en partie, c'est de comprendre à qui on veut vraiment vendre. Tu vois, je prends l'exemple d'un freelance copywriter qui se lance sur Twitter. Sa cible, c'est pas les copywriters. C'est-à-dire que son but, ça va pas être de se faire connaître auprès des copywriters, donc poster des posts qui ça peut, quelquefois, mais il faut plutôt qu'ils se disent qui sont mes clients, tu vois, quelles sont les personnes pour qui j'ai envie de bosser, comment je vais les intéresser, tu vois, et c'est à eux qu'il faut véritablement parler. Et je pense que c'est intéressant avant même de lancer n'importe quel produit, de se demander quelle est l'audience que je vais toucher et comment je vais faire pour me rapprocher de cette audience, quoi. Plutôt que de d'être plus connu dans mon domaine encore, tu vois. Et je préfère commencer par me spécialiser et après j'ouvre que tout faire. Et en fait, du coup, on te mémorise pour rien. Moi, ce que j'ai envie, c'est que quand on dit Cozy, tu sais qui c'est? Oui, c'est. Et là, il me donne ces mots-clés-là c'est des gens réactifs, ils sont cool et machin, quoi. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi le plus gros moyen d'acquisition de clients de Cozy? On a 80-85% de recommandations. Ok, c'est beau. C'est cool, ouais. On est hyper contents. Et 15-20%, et 15-20% les confs. Ok. On n'a jamais, on sait que c'est une chance, hein, on n'a jamais fait de commercial, à part les 6 premiers mois où tu es bien obligé. On va dire que la première année, on a fait des commerciales et après que de la reco. Soit reco entre clients, soit des gens qui ont entendu parler de nous. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on aille sur les événements, tu vois, que je fasse un truc comme ça. Tout ça, c'est des choses qui nous font connaître. C'est un peu comme l'histoire de la marque Respire avec Justine, sa boss. Justine Hutto. C'est un peu ce délire-là, tu vois. Je vais pas passer mon temps à parler de SEO. Par contre, je me fais connaître. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans mon discours et on va partager la même vision du business. Venez. Moi, je dis tout le temps à mes clients, nous, on est des entrepreneurs au service d'entrepreneurs. Ce qui nous différencie, c'est que c'est notre boîte. Et quand on parle comptabilité, même si je suis incapable de définir un compte des résultats, je sais ce que c'est l'enjeu de gérer une boîte. Tu vois. C'est clair. Et d'ailleurs, point intéressant, mais tu vois, les conférences, il y a beaucoup d'événements, que ce soit SEO ou marketing en France. Et la plupart du temps, proposer ta conférence, c'est gratuit. Il suffit un petit peu de suivre et de proposer un sujet intéressant. Et en plus, les organisateurs sont souvent à la recherche de conférenciers qui amènent un peu quelque chose. Qui sont nouveaux, qui sont pas ceux qu'on voit tout le temps. Donc, Et c'est la preuve que ça peut être un bon moyen pour montrer ton expertise et attirer des clients. Et comme quoi, il n'y a pas que les posts LinkedIn ou les réseaux sociaux. Tu vois, tu peux attirer du monde comme ça. C'est ce qui est vraiment, je pense... pertinent, au-delà d'être à fond sur un canal, c'est de créer des bouts de morceaux un peu partout, des morceaux de contenu un peu partout qui créent une cohérence globale et que tu vois, t'es sur un podcast, t'es sur une newsletter, puis tu fais un événement, et du coup, tu crées ces bouts de morceaux qui sont cohérents entre eux et qui un peu
pour adapter à C'est la version l'araignée. Miguel, Ouais. l'araignée. Ouais, puis c'est la logique du content marketing. Tu crées un truc et tu divises en plein de Tu formats. dispatches, tu crées cette cohérence identitaire. Les conférences, quand tu fais une conf, le fond, c'est le travail que tu fais avec tes clients. Donc en fait, dès que tu fais un livrable un peu cool, tu te dis, bah, ça, je pourrais en parler en conf. Je vais parler de Peugeot. Ouais. Et tu Exactement. vois, s'il y en a qui veulent se lancer, et là, je m'adresse particulièrement aux nanas, aux femmes, les organisateurs vous le diront jamais. Mais il y a une... C'est pas qu'il y a des quotas, mais il y a une prime parce qu'on galère à trouver des femmes pour atteindre de la parité. Par exemple, moi, sur Web Island, j'ai choisi de chercher d'abord des nanas et ensuite les hommes parce que je veux pas les mettre en concurrence ensemble et dire je choisis la femme parce que c'est une femme. Par contre, ce qui c'est clair, c'est qu'on galère à faire monter des femmes sur scène. Donc, si tu es une nana et que tu as des confs à proposer, tu t'auras un oui quasi à chaque fois. Quoi. C'est clair. On a eu 5 filles. Saison 1, 5 filles, 5 mecs. Et franchement, c'était une masterclass. Des masterclass. Je crois que c'était presque les épisodes les plus vus. Donc, pour dire, faut y aller. Et beaucoup de personnes qui étaient très discrètes, tu vois. Qui pas, on est allé les chercher. Quand tu creuses avec des Maud, de Alan, quand tu creuses avec des Julie, de Get tu t'aperçois que, mais waouh, tu prends une claque, mais t'en apprends énormément. Donc, non, tu te dis comment c'est possible. C'est pas du tout un monde masculin, en fait, le SEO. Contrairement à ce que certains encore pourraient dire. Bon, c'est moins le cas, je pense, aujourd'hui. Mais même dans le growth, de manière générale, je trouve c'est vrai que ça reste un côté assez masculin quand même. Et même quand je discutais, je me souviens pour la formation SEO de Live Mentor, quand on parlait aux apprenants, c'était j'ai un peu peur du code ou autre, mais c'est. Déjà, le SEO, tu n'as pas forcément besoin d'être un grand dev pour faire du SEO. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est plus du tout et ça n'a jamais été un métier de mec pour autant. Non, c'est clair. Non, c'est juste que les hommes qui font beaucoup de bruit prennent beaucoup de place. Mais sinon, oui, mais je pense qu'il y a je sais pas si SEO Camp fait encore ses études, mais chaque année, ils faisaient des études sur les SEO. Donc, on a des chiffres et en effet, c'est 50-50. Et du coup, tu vois, pour revenir un peu tu vois, sur le moment un peu où vous avez commencé à lancer une nouvelle marque, tu vois, comment tu sais que c'est le moment de créer une nouvelle offre, tu vois? Comment tu sais que c'est le bon moment pour lancer Alfie, tu vois, par rapport à ton boulot? Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui délèguent beaucoup trop, ou qui commencent beaucoup trop tôt à lancer un nouveau projet, tu vois, alors que l'autre, il n'est pas encore bien set-up. Et du coup, vous, comment vous avez dit, ok, là, c'est bon, c'est le bon moment, est-ce que tu as des conseils là-dessus? Tu as deux options. Soit tu benchmark à fond, ce qu'on a fait pour Alfie. On a regardé ce qui existait, on a lu toutes les études de marché sur le marché de la formation. Et surtout, on a sondé nos clients. Parce que l'objectif, c'était de se dire, la première étape, c'est est-ce que nos clients vont acheter ce qu'on fait. C'était la logique du speedboat dont je parlais tout à l'heure. D'abord, tu t'assures qu'il y a un besoin chez tes clients. Et s'il y a un besoin chez tes clients, tu montes à Alfie, tu montes un projet. Et donc pour Alfie plus spécifiquement, au bout de 2 ans de boîte, on a fait ce qu'on appelle un forum ouvert. Donc on a invité 20-25 personnes, des proches, des concurrents. Il y avait SEO Mix et Picase, des potes, des gens qui évoluent dans notre domaine, Alors, il y avait juste mon papa, mais sinon... mon papa est entrepreneur, donc il avait aussi une vision. Bref, une trentaine de personnes qu'on a mis autour de la table et on les a fait travailler toute une matinée en disant, vous, c'est quoi vos problèmes? Si jamais vous aviez une arme, c'est le marketing digital, quel problème vous voudriez que ça résolve? Et en fait, dans tous ces ateliers, 90% du temps, c'était RH compétences, RH compétences, RH compétences. C'est là où on s'est dit, bon, vas-y, on monte Alfie. Donc ça, c'est l'option cool. Et l'option un peu plus débile que tu ne fais pas quand tu lances une boîte, mais que tu peux faire quand tu lances un projet, c'est j'ai envie, je le fais et on verra. Il y a une opportunité, on va tenter. On tente et on verra. Je te donne un exemple. Il y avait le Slip français, il y a quelques années, qui avait dit qu'il cherchait un head of SEO. Et donc, on avait fait tout un truc, c'était hyper cool. Donc, il y avait un lien, on avait traqué tous les URL pour voir l'évolution. Donc, on voulait envoyer un lien au CTO qui avait fait l'appel sur LinkedIn, que ça l'emmène sur notre site. Sur notre site, il y avait un autre lien qui l'emmenait sur une presse. Sur la presse, ça l'emmenait, etc. Et donc, on lui envoie et on suivait tout en temps réel dans Google Analytics pour voir s'il y allait. Non, il n'est pas allé. On avait fait une étude de mots-clés et tout ça. Il a fait les 2 premières étapes et c'est tout. Donc, on a dû passer 2 jours à préparer une reco, tu vois, dans un PowerPoint pour qu'il n'aille pas la lire. C'est pas grave, mais tu tentes et puis tu verras, quoi. Parfois, c'est vrai qu'il faut aussi tenter des trucs. Ça donne, tu vois, en fait, tu peux tenter des trucs où il n'y a pas un gros risque. Là, il y avait 0 risque. Pire, on a perdu 2 jours.
grave. Ça va, C'est quoi pas 2 très jours grave. dans une vie? Bah, c'est pas grand chose. Puis 2 jours à 4, donc C'est vrai. ça divise. Ouais, par contre, c'est vrai qu'on a bossé à 4 dessus. Ah, ok, alors du coup, ça fait 8 Ouais, jours. ça va être une bonne semaine. Ouais, très cool. Et bah, du coup, on a une question plus organisation. Tu vois, c'est aujourd'hui, comment tu organises tes journées pour faire tout ça, tu vois, parce que... Et nous, on le Retour sur voit. le pain sur la planche. Ouais, exactement. Non, mais si tu veux, nous, on le voit, tu vois, entre le podcast, nos clients Ouais. et autres, au bout d'un moment, moi, j'ai dû couper plein de trucs parce que je pouvais plus, tu vois. Ouais. Et comment tu fais pour gérer tout ça? Sachant qu'avant, en plus, il y avait le Web Island. L'an Ouais. dernier. Donc, un Alors- event de 500 personnes, quand même. Ouais, des fois même nous, on se demandait comment on a fait pour tout faire cette année. Il y a 2 ans, on a déjà décidé d'arrêter de vouloir être tous les 4 sur tous les sujets. Hmm. Donc déjà, tu économises du temps. On est à 1, voire 2 grand max. Donc par exemple, Victor, il va beaucoup accompagner Thibaut sur Abondance. Mm. Moi, je vais plutôt être en soutien de prod sur Alfie. Ok. Maxime, il va gérer tout ce qui est compta, etc. Mais on ne le fait pas à 2. Ce que j'ai pas dit, c'est que sur Alfie, il y a 2 boîtes associées. Donc il y a aussi 2 autres associés d'une autre boîte Ok. qui font de la prod. Donc première étape déjà, arrêter de se disperser. Et on a vu le jour au lendemain la différence. Comment on fait pour tout faire? Et je crois que le reste, c'est que de la motivation. Comment dire ça? Si on fait ce qu'on fait, c'est parce que ça nous éclate et on y trouve de l'enthousiasme. Et quand un truc t'éclate, c'est moins une charge. Le temps passe moins vite. Enfin, je sais pas trop comment le décrire, mais je ferai jamais un projet qui ne m'amuse pas parce que je pense que j'y passerai beaucoup plus de temps que prévu parce que je forcerai le truc. Ouais. Là, vous êtes alignés, en fait, quoi. Ouais, Tous, carrément. ouais. Mais c'est ouf. En vrai, moi, je pense que il n'y a pas de chemin plus rapide que la passion. En fait, on nous dira toujours qu'il faut être meilleur que les autres, qu'il faut être. Mais justement, pour aller vers ça, pour réussir à travailler tous les jours, parce qu'on a personne n'a envie de bosser tous les jours, d'être meilleur qu'un autre. Bah, c'est vraiment d'aller vers la passion, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de te rapprocher véritablement du travail. C'est d'aimer ce que tu fais. Et le problème, peut-être, on a un peu, je pense, je sais pas si c'est en France ou autre, mais une croyance limitante autour de la passion, qui est si tu vis de ta passion, tu peux pas gagner d'argent. Tu vois, non, mais tu gagnes pas d'argent, mais tu vis de ta passion. Ouais. On a un peu cette croyance limitante, souvent. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup croisé avec d'autres personnes. Alors que je pense, du moins, peut-être c'est une autre croyance, mais en tout cas, je veux croire que si tu es aligné, tu peux trouver ta passion et malgré tout, très bien en vivre. Bien sûr. Il y a le l'ikigai. Je sais pas si vous connaissez. L'ikigai, bien sûr. Ouais. Que moi j'avais fait il y a 2-3 ans. En fait, j'étais persuadée que le SEO c'était pas ma passion et que je devais faire autre chose. Et en fait, j'ai réalisé que c'était juste l'entrepreneuriat qui me faisait kiffer. Et mon ikigai, il est là, tu vois. C'est un croisement entre. Mais ouais, je pense que c'est important et c'est ce qui fait que tu es efficace. Mais c'est vrai que souvent on nous dit waouh, vous faites plein de trucs. Ben, j'ai pas cette impression. Puis on est 4 quand même, tu vois. On est 4, 6 avec les autres associés sur Alfie. Oui, Donc en fait, on répartit les tâches, quoi. Ouais. Et puis en plus, il y a des, tu l'as dit avant, enfin des ponts entre chaque boîte. Quoi. Typiquement, à Web Island, je sais pas, moi, c'est là que j'ai parlé avec Alfie. Du coup, tu vas pouvoir trouver des formateurs comme ça. Ouais, tout à fait. Et là, on a mis en place les OKR depuis 6 mois. Donc là, on rentre dans le 3e trimestre. Ça parle d'OKR. Après le mindset. En fait, j'ai toujours cru que c'était un truc un peu bullshit RH et pas du tout. On produit plus. Mais vraiment concrètement, on sort plus de choses, quoi. Les équipes, elles savent où on y va avec enthousiasme, j'ai pas à réfléchir. Attends, j'ai quoi la semaine prochaine? Non, la roadmap, elle est posée. On avance tous ensemble. Donc ça, les OKR, hyper cool pour avancer plus vite, aller plus loin et produire plus de trucs. OKR, c'est Objectif Key Results, méthode d'organisation. Voilà, vous pourrez chercher plus en détail, je pense. Très intéressant. Moi, j'ai une dernière question à te poser avant de finir ce podcast pour pas faire attendre aussi trop l'ami Elliot qui nous attend. Qui passe après. On a vu que ta spécialité, que tu aimais beaucoup l'UX dans le SEO, sauf si je me trompe bien évidemment. On n'a pas beaucoup parlé de SEO aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais justement sur cette dernière question, assez concrètement même pour des auditeurs un peu plus débutants qui nous écoutent, quels sont les best practices d'une structuration en termes du X sur une page qui a vocation à ranker en SEO? Tu vas être déçu, il n'y a pas de message universel. Le SEO et l'UX, c'est faire se rencontrer ce dont Google a besoin pour référencer ta page et ce que veut l'utilisateur pour acheter ton produit.
Donc moi, mon job, c'est mon utilisateur, il a des freins qu'il faut que je lève, il a des motivations qu'il faut que je stimule et il a un besoin auquel il faut que je réponde. Ouais. Ça, c'est la base. Et après, je vais mettre la couche, entre guillemets, SEO. Je vous donne un exemple. Je fais un exercice avec mes clients qui est hyper simple et c'est pour ça qu'il marche bien. Imaginons, je cherche une formation SEO. Je suis mon persona, la personne que mon entreprise cible. Je dis à mes clients, imaginez-vous la personne en train de taper position 0, formation SEO dans Google. Imaginez toutes les questions qui peuvent lui passer par la tête. Combien ça coûte? Combien de temps ça dure? Est-ce que je vais avoir une certification après? T'en as une dizaine, une quinzaine. Une fois que tu as listé toutes ces questions, tu vas y répondre. Tu vas répondre par une information, comme si la personne te posait la question au téléphone. Combien ça coûte? Au téléphone, tu lui dirais, c'est 499 €, mais en ce moment, on a une promo de 20 balles. Hop, t'écris. Une fois que tu as fait ça, tu les ordonnes, du plus important au moins important. Le plus important étant, s'il n'a pas cette info, il n'achètera pas, par exemple, le prix. Et tu finis par plutôt de la réassurance. Et une fois que tu as ordonné ça, là, tu vas te dire, c'est quoi la mise en page idéale pour que cette personne intègre le mieux cette information. 499 €, c'est des chiffres et le symbole euro. Par contre, des fois, ce sera une vidéo, un carrousel, un tableau. Et avec tout simplement cette petite méthode, déjà, tu es en train de concevoir une page qui est beaucoup plus et UX-friendly et SEO-friendly, parce qu'avec les questions, tu abordes le SEO, tu vas venir enrichir ensuite avec tous tes outils. Mais l'UX va être adressé par une diversité de formats. J'ai levé tous mes freins, j'ai répondu aux besoins. Et puis ensuite, la dernière couche, ça va être l'ergonomie et la navigation. Ça rejoint beaucoup un point qui avait été abordé par Benoît, le fondateur de Bonne Gueule, le cofondateur de, je ne sais pas si vous connaissez Bonne Gueule, très célèbre pour avoir un des plus gros blogs sur la mode masculine aujourd'hui en France, qui disait qu'en fait, il faut voir ces pages de vente comme si en fait, on voulait éviter toute question supplémentaire. Exactement. On voulait appeler tout appel supplémentaire. C'est-à-dire qu'on répond à toutes ces craintes ou questions potentielles. Par exemple, pour un vêtement, la taille, comment le laver, pour éviter que derrière ils mettent un commentaire, ils se demandent comment faire et que ça crée de la friction dans l'achat, que ça ajoute une étape supplémentaire de devoir le rassurer. C'est-à-dire de répondre à tous ces éléments dans ta page de vente, de le rassurer dans ta page de vente pour qu'il n'y ait plus d'objection à la fin et le seul truc qu'il a à faire, c'est de passer à l'achat. Moi, j'ai appris ça dans l'officiel du déménagement, la boîte où j'étais avant de monter Cozy. Parce qu'il y avait des commerciaux au téléphone tous les jours et tous les mois, j'allais passer 2 heures et je faisais de la double écoute. Et je listais toutes les questions, toutes les remarques pour ensuite aller modifier. Parce que toi, ton objectif quand tu fais de l'acquisition, c'est fournir un lead qualifié à tes commerciaux. Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt que je leur envoie plein de leads sur un truc qu'ils n'arriveront pas à faire convertir. Et donc en fait, cette culture de la conversion crée par essence plutôt des bons réflexes, des bonnes pratiques, des habitudes, une vision des choses. Tu vois. C'est très profond. Et justement, est-ce que, tu vois, moi c'est une question que je me pose un peu, et je vais vous la poser à tous les deux, parce que du coup, ça correspond bien par rapport à ce que vous disiez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu vois, qu'à un moment, ta page, elle soit trop longue et que ça devienne, tu vois, presque barbant? Alors le mec qui dit ça, il fait des pages à rallonge. Mais vraiment, tu vois, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de faire une page aussi longue ou... Tu veux dire la page de formation SEO de Live Mentor? Les enfants, arrête. Et puis maintenant, c'est compliqué de rester... non, elle varie beaucoup cette position, des fois 3, on la sécurise. Mais on a longtemps été effectivement, mais pour le coup, pour le SEO, après c'est le sujet, plus pour la partie conversion, là, pour y répondre. Effectivement, d'où de tous les retours qu'on a eu des OP, parce que c'est un point que j'aimais beaucoup, c'était Ramit Sethi, que vous connaissez peut-être, un très grand copywriter. Pas de souci. qui disait en gros, d'ailleurs ça me fait penser à 2 points. Le premier, d'ailleurs par rapport à Ramit Sethi, c'était ce qu'il appelle le positioning document, c'est-à-dire de passer 15 minutes avec une personne cible qui est typiquement ton personne. Donc 15 minutes avec une personne qui a envie d'acheter la formation SEO. Et de noter toutes ces peurs, toutes ces motivations, toutes ces freins, toutes ces mots, les phrases qu'ils utilisent pour le retranscrire derrière dans ton texte. Et en fait, c'était vraiment de le voir, même s'il y a beaucoup de contenu, de le voir comme un auteur et de donner aussi toutes les informations sur comment comment ça va se passer globalement. On se dit, il y a 2 choses qui sont importantes dans une page, c'est la clarté de l'offre, comprendre concrètement ce qu'on va acheter. Et le deuxième, c'est le chemin parcouru. C'est-à-dire, j'arrive sur la page, qu'est-ce qui va se passer en premier? Étape 1, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Tu vois, par exemple, pour les mentors, c'est 1,
on fait un matching par rapport à la formation que tu as avec un mentor qui a déjà fait ce que tu avais. Par exemple, si tu es un e-commerçant, tu veux créer un site e-commerce de vente de cactus, bah déjà tu vas suivre la formation e-commerce. Ensuite, on va te faire matcher avec un mentor qui a déjà fait du e-commerce et qui est capable de t'aider. Et ensuite, tu as une partie accompagnement, suivi, avec une fiche de suivi, etc. Donc un début, un avant, un après. Du coup, il comprend complètement le chemin de l'utilisateur et c'est grâce à ces appels, tu vois. Et ce que se disait Steve, c'est la première chose qu'il fait quand il arrive dans une boîte, c'est de donner un carnet aux sales et qu'il note tous ces petits éléments. Tu vois, c'est le meilleur truc à faire pour créer, à mon sens, des bonnes pages de vente. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, je suis curieux d'avoir aussi ton avis sur la question que. Si, je suis d'accord. Il y a même un client Bricosaur, qui est un concurrent de Mano Mano, pour faire simple. Quand on a bossé avec lui, vous connaissez Pierre? Il est venu sur la saison 1. Je sais, bah oui. Épisode de Mano Mano, pardon. C'est que Pierre, il s'appelle aussi Pierre chez Bricosaur. Je t'ai perdu. Ah, d'accord, ok. Bref, à l'époque, Pierre de Bricosaur, il me disait, moi, je veux que mon SAV, mon service téléphonique soit moins emmerdé. Et il faut que le site réponde à ça. Et toute notre prestation SEO au début, c'était que ça. Et donc, je te rejoins tout à fait. Et même au sens du business, pour une entreprise, quel temps gagner si la personne trouve l'information avant qu'elle ait à appeler ton SAV, quoi. En termes de logique économique, c'est sans nom. Et puis pour le SEO, c'est génial, tu enrichis ta sémantique. Plus de conversion aussi, Et pour répondre à ta question sur est-ce que tu n'as pas peur de faire des pages trop longues, je fais des pages immenses. Des fois, il y a des blocs où tu te dis, dans le doute, je le mets. Par contre, ça fait un moment qu'on le fait plus, mais à une période, on a beaucoup mesuré le taux de scroll dans la page. Ah ouais, super. Et là, tu as la réponse, et c'était globalement à peu près tout le temps la même chose. Les 25 premiers pourcents de ta page, au-delà, tu perds 75% de ton audience. Ok. Donc ce délire de ligne de flottaison, etc., c'est vrai, enfin c'est pas vrai, mais c'est aussi un peu vrai. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu mises tout sur tes 2 premiers écrans, quoi. 25 premiers pourcents de la page, faut que les craintes du coup dont vous avez parlé, elles soient abordées. Et tu vois, en ayant cette vision-là et en ayant SEO et UX en tête, tu te dis, faut que je lève les freins. Mettons, c'est sur un site e-commerce, les frais de port, frais de livraison, etc. Ou alors, non, je prends un autre exemple, je sais pas comment utiliser ce produit. Bah ça, c'est du SEO, tu vas faire un paragraphe, tu vois. Donc toi, ton job, si ce frein, c'est celui-là, c'est à le mettre assez haut dans la page. Donc tu vas tout de suite toucher à l'ergonomie. Et puis après, tu crées un sens de lecture. Ok, il a répondu à ce problème, maintenant il sait comment l'utiliser. Il pense à quoi ensuite? Hop, et tu l'emmènes, et comme ça, tu construis ta page. Et en fait, très rapidement, tu arrives à faire de la sémantique et de l'UX, tu arrives à caler 2500 mots de manière hyper harmonieuse, et tu n'as jamais de gros pavés de contenu, tu vois. C'est ça qui est cool. Parce qu'encore une fois, tu fais pas du SEO pour la position, tu fais du SEO parce que tu as un objectif. Merci. Tu perds du temps de vendre. Très important. On l'a répété chaque épisode. Non, mais c'est clair. Très important de lever les freins, les amis, sauf en vélo, bien évidemment. Pas vous faire des dessins, du coup. Et moi, j'ai une dernière question pour vous deux. On peut conclure. Du coup, je le mets là. C'est clair. Voilà. Écoute, je t'invite à le podcast. Fais attention avec les caméras. C'est vrai que Luc va me tuer. Non, mais du coup, vous voyez comment on arrive à faire à ce que ton client, ou ton prospect, il te donne les freins qu'il a en fait. Quelles sont les questions un peu à poser? Moi, j'ai une astuce, c'est que je galérais là-dessus. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a proposé des questions et depuis, j'ai de meilleures réponses. Donc, je ne sais pas comment le juger sur mon niveau d'empathie. Mais du coup, dites-nous un peu, tous les deux, si vous avez envie, mais comment vous faites vraiment pour tirer les verres du nez du client Moi, le premier truc que je fais, tu voulais parler? Non. Le premier truc que je fais, c'est je vais voir les avis clients de mon client et de ses concurrents. Ok. Comme ça, là, il s'exprime. Ah, ça, c'était super parce que. Ah, ça, c'était nul parce que. Donc déjà, tu as un premier niveau d'info. Ensuite, tu vas voir les gens qui ont ces gens-là au téléphone. Et comme je disais, tu fais de la double écoute. Et là, tu as les infos. Et si vraiment, tu n'arrives pas à avoir tout ça, il y a plein d'outils de sondage et de questionnaires que tu peux mettre en place sur ton site pour récupérer des feedbacks. Par exemple, ça. Et toi, tu as des... moi, j'ai peut-être en partie répondu avec le fameux positioning document qui est de passer, tu prends 10 personnes, 15 personnes qui sont intéressées, par exemple, je sais pas, tu lances un bootcamp SEO, tu vas appeler 10 personnes qui seraient intéressées pour faire ça, tu vas vraiment leur poser toutes les questions, tu sais, même au niveau du prix, au niveau de ce que tu vas en tirer derrière, et surtout
d'essayer de faire comprendre de comprendre comment je vais faire passer cette personne d'un point A à un point B pour vraiment créer cette transformation et derrière retranscrire ça dans mes écrits pour qu'elle puisse comprendre comment elle va passer par ce processus de transformation de son problème initial vers une solution malgré des éléments qu'elle a tenté et qui n'a pas marché. Tu vois. Et c'est intéressant de rappeler aussi ces éléments qu'elle a tenté et qui n'ont pas marché pour atteindre cette solution et que toi, ta solution peut justement contreusement pour... Il y a plus ces freins, quoi. Ouais, c'est un podcast copywriting. Mais c'est bien. Et tu vois, ça, c'est une démarche du UX Research. Nous, on propose, quand c'est pertinent, soit des user tests, soit des interviews utilisateurs. Et putain, t'apprends mais tellement de trucs, quoi. Et ça sert aussi le SEO, ça sert aussi ta sémantique. Et c'est pas si cher en plus. Par exemple, si tu veux faire des tests utilisateurs, tu peux recruter les gens sur un panel. C'est 100 € par personne. Donc, faut pas trop te planter sur ta méthode, sinon tu vas intégrer des biais. Mais en théorie, si t'as pas d'argent, pour 500 balles, t'as un test utilisateur. Quoi. Donc, tu aurais 5 utilisateurs vraiment qui passeraient du temps. Tu leur prends 1 heure de ton temps, tu organises des sessions, tu fais tes questions, tu peux faire des tests ou pas, ou c'est que interview. C'est cool, c'est bien brillant en plus, je trouve. Pour une personne qui veut tester. Je pense. C'est honnête. Et il y a même ce qu'on appelle de la guérilla UX Research. Tu vas dans la rue avec ta petite maquette et tu dis, vous pouvez tester et tu regardes le comportement, tu vois. Il y a plein de UX, il y a pas mal de podcasts sur le UX où ils racontent ça. Ils disent, même Alan, tu vois, il le raconte. Il dit, nous, au bout d'un moment, on a fait ça, quoi. C'est ouf. C'est guérilla, c'est assez cool. Il y a plein de trucs à apprendre chez les UX designers. C'est des gens malins, tu vois. Et tu améliores vraiment ton SEO avec ça. Enfin, surtout ta vente, pas ton positionnement directement, mais ta vente. Qui est tout aussi important. En parlant de SEO, je vais vous laisser vous disputer sur la position du mot-clé formation SEO. On est loin, ne t'inquiète pas. Merci Laura, mais merci Thomas aussi pour le cours de copywriting en bonus du podcast. En tout cas, c'était un super épisode et merci beaucoup pour ça. Et ça permet de voir des choses un peu différentes du SEO. C'est ce qu'on voulait aussi un petit peu dans cette saison 2, d'aborder un peu les éléments qui gravitent autour du SEO, même le côté entrepreneurial, le copywriting, l'UX. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc c'était top et c'est pas fini puisque notre amie Laura va maintenant auditer un site pour le passage sur le grill qui sortira la semaine d'après de cette vidéo. Donc t'es prête à mettre ton tablier, à cuisiner. Je sais plus c'est quel site que tu as, toi. Maison Bourgeon. Maison Bourgeon. Salut Maison Bourgeon. Je vais te faire auditer. À tout de suite. Ciao. Salut.